Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cinquième webinaire dédié à la transformation financière. Alors celui-ci va être très ciblé sur les solutions, leurs évolutions et puis bien sûr, auparavant et en miroir en quelque sorte, l'évolution des demandes fonctionnelles. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que depuis quelques années, 3 ans on va dire, à la fois les demandes et les solutions ont bougé et le PM n'est pas un isolat, il s'intègre dans une évolution générale des systèmes d'information. Vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Donc, il nous a semblé utile de faire ce point avec vous aujourd'hui. Alors, je dis nous, parce que nous sommes deux aujourd'hui, n'est-ce pas, Sylvain? Tout à fait, Patrice. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Sylvain Rémy. Donc, j'endosse le rôle d'Innovation Manager EPM chez Click Performance. Et donc, je suis ravi de partager ce moment avec vous et avec Patrice pour évoquer les perspectives 2025 de l'EPM. Parfait. Écoutez, Patrice Godard, donc moi, je m'occupe de l'advisory chez Click Performance, c'est-à-dire des missions de cadrage fonctionnel, challenge de vos besoins et de choix de solutions, bien entendu, et de programme. Donc, je vous propose d'avancer, mais auparavant, vous avez sur vos écrans un chat. Ça va vous permettre de nous poser des questions. Nous n'y répondrons pas directement en live. Le séminaire est fait pour durer 45 minutes. Nous allons garder quelques minutes à la fin pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à les stocker dans le chat et on y répondra. Voilà pour l'introduction. Alors, le sommaire qu'on vous propose aujourd'hui est très lisible, finalement très simple. On a pris le plan plus simple avec Sylvain. On va repartir de ce qui a bougé dans la demande fonctionnelle sur les derniers temps. En écho, évidemment, il y aura le progrès générique, le général des solutions, et ensuite on plongera de manière plus détaillée dans la trajectoire qu'ont choisi des groupes d'éditeurs. Vous allez voir comment nous allons les regrouper. Et puis, bien sûr, on conclura. Alors, sans plus attendre, 3 causes. Alors, vous en connaissez certainement au moins une des 3, qui font bouger les systèmes de pilotage et poussent à leur transformation. Alors, tout d'abord, évidemment, ici, on n'a pas la prétention de gérer tout le pilotage d'entreprise, puisque il y a une partie du pilotage qui, vous le savez, est directement dans le reporting ERP, une autre qui est dans le data lake et le dataware, et ici, on va parler des solutions dites EPM. Alors, 3 causes, je vous disais. La première, c'est, on va dire que c'est la plus visible, c'est pas forcément la plus pertinente, mais en tout cas, c'est la plus contraignante. C'est certaines solutions sont à échéance. Alors, si on prend l'exemple d'un BPC chez SAP, c'est juin 2026, donc c'est pour demain matin en termes de projet. Donc, ça veut dire que beaucoup de vos organisations sont confrontées à ces dates limites. Alors, elles paraissent parfois un peu plus lointaines, puisque finalement, 2030, c'est bien pour changer son système de conso. On se dit qu'on a le temps. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a environ 500 comptes à migrer en France et le marché consulting ne suffira pas à traiter toute cette demande. Donc, moi, ça fait mon bonheur. Évidemment, ça fait également suite Sylvain, mais ça peut évidemment vous poser quelques problèmes. Donc, alors, il y a le problème évidemment de l'obsolescence et de la dette technique, mais il y a aussi le problème de l'accumulation dans ces solutions, c'est-à-dire que ce sont des solutions qui, parfois, ont une quinzaine d'années. Évidemment, elles ont vécu, elles se sont sédimentées, elles ont accumulé toutes vos demandes d'évolution et de transformation, et bien sûr, elles ont vieilli. Deuxième type de cause, l'environnement dans lequel l'organisation évolue. Évidemment, évolution des normes. Alors, je ne vais pas vous refaire tout depuis CBCR, mais enfin, il y a CBCR, les IFRS, les Pilars 2, et puis bien sûr CSRD, même s'il va y avoir des allers-retours sur ces sujets, on peut en faire l'hypothèse. Ça a quand même un accroissement des normes que l'on vit depuis quelques années. Deuxième sujet dans cette catégorie, digitalisation. J'ai mis un petit 2. Pourquoi? Parce que la digitalisation, alors elle touche certains secteurs de façon très structurelle. Quand vous parlez à une société de distribution, et on en a quelques-unes dans le panel de nos clients, évidemment, vous avez les canaux web, vous avez les robots, enfin bref, vous avez toute une série de transformations qui affectent le modèle de pilotage et poussent à sa modification. Et puis, j'ai mis un petit 2, pourquoi? Parce qu'il y a aussi la digitalisation personnelle. On a tous des systèmes qui maintenant sont très évolués sur le plan de l'ergonomie, de la fluidité. Évidemment, on ne voit pas pourquoi ça ne toucherait pas les systèmes d'entreprise, dont le PM. Et puis, les chocs externes. On a connu un choc inflation il y a quelques temps. On en connaîtra peut-être sans doute d'autres à cause de contraintes géopolitiques bientôt. Il faut que les systèmes permettent d'absorber ces chocs, en tout cas d'en mesurer l'impact sur nos entreprises.
Donc, chocs externes. Et puis, donc, typiquement, vous verrez apparaître des fonctions de simulation groupe dans la page suivante qu'on ne voyait pas auparavant. Et puis, stratégie, ça peut être bien sûr des stratégies autonomes de votre part, c'est-à-dire une modification d'actionnariat qui accroît les contraintes de reporting, un périmètre qui respire en acquisition ou en cession et qui se transforme parce qu'on restructure des business units. Tout ça est relativement lourd. Ça paraît très simple sur le papier, mais sur des restructurations historiques, vous savez que c'est assez complexe. Et si vous avez un système qui est ancien, évidemment que c'est compliqué. Et puis, décarbonation, certains secteurs sont très soumis à cela et envisagent de mettre dans leurs propres nomenclatures industrielles le coût carbone. Donc, vous voyez qu'il y a une transformation profonde des systèmes de pilotage. La question, c'est pour qui? Parce que finalement, on peut voir dans le système de pilotage une desserte des fonctions groupes ou un service rendu à des fonctions opérationnelles locales qui font des budgets, qui font du reporting pour leur compte. Quand je dis leur compte, ce n'est pas leur compte personnel, c'est le compte de leur BU, de leurs activités. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des enjeux communs? Oui, non. Bon, il y a des enjeux évidemment spécifiques à ces deux types de fonctions et puis des enjeux communs. Alors, je n'ai mis ici en gras que les points véritablement un tout petit peu récents parce que les extensions normes de conso, finalement, elles sont constantes. Pilier 2, c'est récent, mais auparavant, il y avait déjà des IFRS 16, etc. En revanche, le rapprochement multifonction dans le reporting apparaît évidemment depuis, on va dire, 2 ou 3 ans avec le CSRD. Il y avait déjà des remontées d'effectifs, mais maintenant, ça tend à se généraliser, c'est-à-dire qu'on tend à avoir des plaquettes multifonctions qui sont éditées au niveau des groupes. Et pour ça, ça suppose une insertion dans le système d'information beaucoup plus profonde que celle qu'on a vécue jusqu'à présent. Deuxième gros point que j'ai évoqué, c'est la simulation de groupe, c'est-à-dire, par exemple, chez Saint-Gobain, on fait des simulations non seulement de périmètre, mais aussi d'inflation et de coût des facteurs. Donc, vous voyez bien que ça sont des fonctions qui auparavant étaient dans un cadre budgétaire plutôt donc dédié aux entités opérationnelles et qu'elles tentent également à s'étendre au niveau groupe. Si on parle du côté entité opérationnelle, les inducteurs opérationnels, leur prise en compte évidemment permet de modéliser le métier de vos interlocuteurs et donc pas seulement des conséquences financières. Ça veut dire que vous êtes sur un mode que certains éditeurs appellent la planification connectée, c'est-à-dire que vous allez relier l'industriel au RH, aux services commerciaux, à la supply, etc., pour arriver à mesurer des plans d'action complets, multifonctions, et voir l'impact sur vos comptes de résultats et votre cash. Et puis, deuxième grosse modification qui est récente et qui n'équipe pour l'instant que certains groupes, eh bien, c'est la notion de corps modèle, c'est-à-dire le fait de dire, pour 3 business units qui ont la même activité, pourquoi avoir des solutions et des modèles différents. Donc, ça induit un certain nombre de sujets, puisque cette notion de corps modèle induit une notion d'acceptation par les entités d'un modèle qui est en fait co-défini. Donc, ça veut dire qu'en termes d'enjeux communs, vous allez avoir des conséquences en termes de modélisation, bien sûr, mais aussi des conséquences, ici positionnées sur la droite de la page, sur la granularité des données. Alors, l'alignement des processus est très classique entre les entités locales et une entité centrale. En revanche, le fait de zoomer sur des données opérationnelles, alors c'est un vieux fantasme des éditeurs, dans la réalité, ça s'est très peu fait, et on voit maintenant que ça va devenir indispensable avec l'apport de l'IA. Insertion dans le SI, Sylvain l'évoquera tout à l'heure, et puis ergonomie générale liée à la digitalisation, automatisation et la collaboration. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que les systèmes de pilotage s'étendent, vous avez de plus en plus d'utilisateurs qui y sont connectés et qui doivent donc collaborer entre eux autrement que par mail, donc idéalement à travers les chats. Ça, c'est pour l'interhumain. Et puis, il y a aussi la collaboration, tout simplement avec l'applicatif. Donc, poser des questions à la machine en langage naturel, par exemple. Voilà. Alors maintenant, la question, ça, on voit bien ce qu'on veut, à peu près. Maintenant, il faut que l'on voit, bien sûr, comment et quand les solutions ont commencé à évoluer pour proposer ce genre d'évolution. Et ça va être l'objet de notre deuxième partie. Sylvain, tu as la lourde charge de répondre à toutes mes questions. Merci, Patrice. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par une rapide rétrospective de l'évolution de l'EPM au fil des ans. Parce qu'en fait, tout commence pas en 2000, comme je l'ai débuté sur le slide, mais plutôt dans les années 80, avec l'arrivée de l'ancêtre, par exemple, d'Oracle Hyperion HFM, qui s'appelait IMRS, que seulement les plus anciens d'entre nous peuvent connaître.
Mais il y a aussi le reste de la gamme Hyperion avec SBase, Planning, SAP, BFC, VPC que tu as cité tout à l'heure, Patrice, et bien sûr TM1 qui font partie des historiques et qui étaient initialement réservés à la finance, alors contrôle de gestion et consolidation statutaire. Et si on focus sur le contrôle de gestion, eh bien, ça veut dire qu'ils étaient focalisés sur la planification financière avec le traditionnel collecte des données, calcul, agrégation et restitution. Et puis ensuite, on a vu apparaître l'arrivée du cloud avec une inversion de tendance. Et aujourd'hui, en 2025, on peut tous constater que des projets de déploiement en on-premise sont très rares et n'ont plus vraiment la cote, avec toutefois un petit bémol, avec, tu l'évoquais aussi, des soubresauts liés au contexte géopolitique. Et donc, on constate certains clients plutôt dans le domaine de la défense commencent à se poser des questions. Alors, aucun risque qu'on revienne au 100% on-premise, je pense que ça, c'est bien enterré, mais voilà, le cloud va avoir tendance à s'européaniser ou en tout cas à devenir un critère important de sélection, voire même peut-être une transition temporaire par du on-premise, comme le proposent certains éditeurs. Voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choix. Et puis, ensuite, on a vu aussi apparaître, avec la transversalité des besoins de planification, des sujets comme le low-code, des déploiements en méthode agile, avec une importance croissante portée à ce qu'on appelle la user experience, probablement liée au déploiement d'outils EPM auprès de populations non financières. Et ça, finalement, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le XP&A, c'est-à-dire que planification et analyse, plus uniquement pour la finance. On a vu apparaître aussi une démultiplication des acteurs, et puis tu l'as cité aussi Patrice, l'obsolescence de solutions, donc HFM, BFC pour ne pas les citer, on fait apparaître, je dirais, deux nouvelles tendances. Déjà, en fonction des besoins, on voit des clients qui font plus le choix d'une unique crèmerie, du mono éditeur, et qui vont choisir peut-être un spécialiste de la planification et puis un spécialiste de la consolidation, parce que dans leur contexte, ça fait du sens. Et donc, c'est ce qu'on appelle le choix du best of breed. Et puis, d'un autre côté, on voit apparaître aussi des solutions qui se veulent plateformes pour adresser quelque part de manière unifiée les sujets plutôt orientés finance, contrôle de gestion, consostat, reporting ESG et autres reporting normatifs, comme tu les as cités également, Patrice. Et donc voilà, ça fait partie des évolutions de l'EPM. On a d'autres évolutions, notamment le fait que les outils EPM consomment et produisent de plus en plus de volume de données. Et donc ça a eu comme impact forcément d'augmenter aussi les besoins de reporting transverse et donc aussi de générer plus d'interfaçage d'interconnexion entre l'EPM et les écosystèmes data et BI, dirons-nous. Et enfin, la démocratisation de l'IA, d'une part dans nos vies quotidiennes, on le voit tous, on en parle aux infos, on en parle tous les jours, et le terrain préparé par les éditeurs jusqu'à aujourd'hui fait qu'on pense que 2025-2026 va être une période charnière pour l'IA, et c'est un sujet qui est maintenant quasi systématiquement abordé dans les appels d'offres de nos clients. Alors enfin, sur le slide, vous voyez quelques logos éditeurs. Typiquement, les historiques qui étaient là tout à gauche sont toujours présents, mais avec de nouvelles solutions plus modernes qui se sont adaptées. Et on a également des acteurs plus récents qui sont apparus, ce qui fait qu'on a un écosystème EPM qui se challenge en permanence. Patrice, est-ce qu'on peut passer à la suite? Merci. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est, fort de cette rétrospective, c'est de constater que effectivement l'EPM évolue au sein d'une architecture IT. Il n'est pas seul dans l'entreprise, comme ça a pu être le cas un petit peu dans le passé. Et forcément, il interagit avec des technologies qui composent cette architecture IT. On peut aussi dire que l'EPM a parfois des limites assez poreuses avec ces différentes briques technologiques, mais pour autant, sur aucune de ces briques, l'EPM ne pourra les remplacer. C'est forcément des technologies qui sont complémentaires et qui doivent jouer ensemble. Donc, si on fait un rapide tour sur ces différentes briques, la première, c'est la data, forcément. On l'a évoqué, avec des interactions toujours plus nombreuses et bidirectionnelles,
avec notamment ce qu'on appelle les data platforms. Typiquement, éditeur, intégrateur, on est tous challengés dès le conseil qu'on peut apporter en amont dans les RFP pour apporter des propositions d'architecture, des propositions de solutions pour adresser ces besoins d'intercommunication de ces technologies. Un peu la même chose avec la BI, dont la frontière est mince. On a certains éditeurs EPM dont les caractéristiques reprennent vraiment les codes et les usages de la BI, et proposent aussi en complément des connecteurs natifs avec des outils très répandus comme Power BI, par exemple. On a aussi tout ce qui est self-service, la consommation de la donnée produite par l'EPM qui est à la mode. Et donc l'objectif, ça va être de définir l'architecture data qui va être la plus efficiente à travers l'usage de toutes ces briques technologies pour répondre à ces besoins croissants. Ensuite, on a l'IA, l'IA qui se veut prometteuse avec des solutions embarquées chez les éditeurs, mais qui est toujours à mettre en parallèle avec une trajectoire d'entreprise. Parce qu'on ne peut pas voir ces sujets-là de manière focus uniquement sur l'EPM, il faut que ce soit complètement inscrit dans une vision globale à l'entreprise et pas uniquement EPM. Et il ne faut pas oublier la conduite du changement que cela va induire sur les projets et sur les populations utilisatrices. Ensuite, on a le traditionnel UX, avec l'arrivée des plateformes unifiées et du XP&A, et donc du déploiement de ces projets à des larges populations hétérogènes et non finances. Eh bien, l'UX design a sa place. Et d'ailleurs, nous, chez Clip Performance, on exploite le fait qu'au groupe, nous avons des experts UX et on les fait intervenir en fil rouge sur nos projets pour conserver vraiment un focus UX tout au long du projet et eh bien, renforcer l'adhésion utilisateur et donc garantir quelque part un peu les facteurs clés de succès qui en sont liés. Et les deux derniers points, CI/CD, sont plutôt des termes qui sont hérités du monde du développement logiciel. Mais en fait, CI, pour Continuous Integration, c'est tout simplement parce que on a de plus en plus besoin d'activer des leviers d'industrialisation des déploiements successifs de l'EPM. On a l'exemple de la RPA, on y reviendra, mais l'automatisation de tâches de déploiement ou de tests de non-régulation est quelque chose qui est maintenant fréquent dans les demandes qu'on a de nos clients. Et CD, pour Continuous Deployment, donc là, pareil, on pourra appuyer le fait que il y a une dizaine d'années, les projets EPM, c'était plutôt des projets un peu one-shot qu'on déroulait pendant X mois, et puis après, on l'a vu, nos clients ne faisaient plus vraiment évoluer leur projet, ou alors, je dirais, à la marge. Alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui considèrent leur projet EPM plutôt un peu comme un développement logiciel avec des cycles produits et des releases de lots successifs pour toujours adapter l'EPM aux besoins du métier avec des évolutions régulières. Et donc, eh bien, c'est ça qui a permis de faire venir l'agile et les méthodes hybrides agiles. Et là encore, nous, on profite des compétences qu'on a au groupe avec des coachs agiles dont c'est le métier à 100% pour venir renforcer nos dispositifs projets quand c'est nécessaire. Sur le slide suivant, ce qu'on a voulu vous proposer, c'est de faire un peu un focus ce coup-ci sur uniquement la partie EPM. Et donc, toutes ces évolutions, dont on a pu un peu évoquer quelques points, profitent à tous les niveaux. On a, par exemple, pour les utilisateurs finaux, des fonctionnalités comme le zoom jusqu'à la source, qui ne sont pas des technologies, des fonctionnalités très récentes, mais en tout cas, elles ont su évoluer avec l'augmentation croissante de la volumétrie que l'on peut traiter dans l'EPM. Et donc, on utilise avec Patrice, par exemple, il y a le fait de pouvoir zoomer jusqu'à l'événement, dans l'exemple du détail fournisseur pour les frais fixes, qui est aussi quelque chose qu'on voit de manière récurrente et qui peut s'implémenter sur les outils EPM d'aujourd'hui. On a aussi, par exemple, le qualitatif et le narratif. Tu l'as évoqué, les sujets comme la CSRD sont des sujets qui ont un peu forcé les éditeurs EPM à améliorer ses capacités, ce qui n'était pas le cas, je dirais, il y a une dizaine d'années. On a l'analyse de données, où les éditeurs ont poussé une plus grande autonomie, une plus grande souplesse possible pour les utilisateurs, avec des analyses clés en main, des analyses interactives ou du self-service complet. C'est aussi une nouveauté. Et petit aparté pour le sujet Excel, il y a quelques années encore, on avait quelquefois à tort envie de dire Excel c'est fini, maintenant il y a l'EPM qui fait tout. Bon, ça, le vent a un peu changé. Maintenant, tout le monde a bien compris que Excel ne pouvait pas être remplacé, surtout pour la partie finance. Mais voilà, les éditeurs maintenant aussi le mettent en avant et essayent de
proposer des connecteurs natifs, des add-ins, pour tirer une meilleure partie d'Excel sans en avoir, je dirais, les inconvénients. Si on regarde rapidement ce qui se fait au niveau des utilisateurs clés ou administrateurs métiers, il y a les workflows, tu l'as évoqué aussi, qui sont toujours plus collaboratifs, un petit peu à la mode de ce qu'on peut retrouver sur notre suite bureautique favorite, avec la possibilité de chatter, de notifier, de taguer des collaborateurs autour d'un tableau de bord, d'une analyse ou un KPI en particulier. Tout ça un peu pour animer une sorte de réseau social autour de l'EPM, ce qui va avec des populations croissantes et hétérogènes qui l'utilisent. On a aussi bien sûr les pistes d'audit qui ont évolué, avec maintenant des traçabilités poussées sur à la fois des changements dans les données, mais aussi des changements que peuvent faire des administrateurs ou utilisateurs avancés sur le paramétrage de l'EPM, pour vraiment tracer tout ce qui s'y passe. Et on a voulu aussi marquer le sujet des starter kits ou accélérateurs. Alors, ce sont des choses qui sont proposées soit par les éditeurs, soit par les intégrateurs. On peut prendre par exemple des accélérateurs projets autour des normes IFRS, de Pillar 2, de Solvency 2. Et nous, par exemple, chez Click Performance, on propose ce qu'on appelait des insights autour des sujets retail, sujets RH, conso, et bien évidemment, et puis CSRD, et probablement d'autres à venir aussi. Si maintenant on donne un regard un petit peu sur le prisme de l'administrateur technique de la plateforme, eh bien, il y a l'apparition du low-code qui favorise la prise en main par des administrateurs non techniques avec une appétence outil chez nos clients des plateformes EPM. Alors, toutefois, effectivement, il y a des outils qui proposent pour des fonctionnalités avancées du code logiciel, mais je dirais que c'est adapté quand même à une prise en main pour un non-développeur. D'ailleurs, nos consultants n'ont pas tous une formation de développeur en informatique. Donc, ça reste quand même globalement à la main d'un utilisateur avec appétence outil. Sans y revenir trop, on a aussi, bien sûr, la souplesse des outils avec un choix d'équilibre qui peut se faire maintenant dans les outils. Choisir entre l'agilité et la structuration, c'est plus un choix structurant quelque part aujourd'hui de choix d'éditeur, mais un choix dans le projet. Il va falloir qu'on mette le curseur sur agilité, structuration et trouver la bonne gouvernance en fonction des besoins et du mode de fonctionnement de nos clients. Si on regarde de manière transversale, d'un point de vue plateforme, un rapide retour sur le côté cloud, le côté SaaS, parce qu'effectivement, il y a quelques petites nuances. Les éditeurs plutôt non cloud native, c'est-à-dire qui sont plutôt les historiques, ont fait le virage dans le cloud en choisissant des architectures plutôt single tenant, où on va avoir des plateformes qui sont plus hébergées chez les clients on-premise, mais qui sont infogérées par l'éditeur. Et puis, on a d'autres éditeurs qui sont cloud native, eux, pour le coup, et qui proposent du 100% SaaS avec une version unique de la plateforme qui est mise à jour quelque part en instantané pour tous les clients de cet éditeur. Donc, c'est deux approches différentes qu'il faut quelque part mettre en face aussi avec les choix de gouvernance IT de nos clients. Les connecteurs Data Platform BI, vous l'avez compris. L'évolution aussi autour de la volumétrie, c'est important de le souligner parce que maintenant on peut gérer des volumétries importantes dans l'EPM. Alors certes, ça sera jamais en remplacement d'un data hub, d'un data warehouse, d'une data platform, mais clairement les métriques qui faisaient référence il y a 10 ans sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on peut traiter vraiment des volumes assez importants. Ce qui me fait une transition pour aborder maintenant les sujets d'innovation, sur lesquels on va essayer de faire un focus pour parler machine learning, IA et automatisation. Donc, si on commence par regarder ce qui se passe au niveau des éditeurs EPM, eh bien, encore une fois, nous, on pense que 2025, c'est vraiment une charnière. On a vu un changement dans les communications et dans ce que proposent les éditeurs. On vient de quelques années où c'était plutôt des communications marketing avec peu de choses concrètes et tangibles. Maintenant, on tend vers quelque chose d'efficace et de réel. Et ça, je pense aussi que c'est la démocratisation au quotidien qu'on constate tous, qui aide nos consultants et nos clients à se projeter vers ces nouveaux usages et à faire confiance en ces nouvelles technologies, parce que encore il y a quelques temps, la confiance était très faible et on avait du mal à avancer sur ces sujets. Et aujourd'hui, les clients ont envie d'y aller parce que ils ont compris que ça pouvait devenir une vraie réalité et un vrai gain. Et donc, nos éditeurs proposent notamment du machine learning embarqué et spécialisé.
qui vont permettre de faire de l'implémentation de prévisions automatisées avec potentiellement de l'inclusion d'IA générative couplée à des données externes, ce qui va permettre d'accélérer les processus de prévision et potentiellement de les challenger. C'est-à-dire challenger ce qu'on aura fait humainement avec ce que la machine aurait prédit. On a des algorithmes aussi de machine learning qui vont pousser des sujets plus loin, comme la réconciliation à la facture, en laissant la machine aider à identifier ce qu'on n'a pas facilement identifié manuellement, et générer automatiquement des mappings en apprenant à chaque cycle de réconciliation à la facture. On va pouvoir aussi automatiser des contrôles et des aides à la qualité de données, ce qui va permettre, ce qui va être permis par exemple, des algorithmes de détection d'anomalies ou de mise en avant des données aberrantes. Si maintenant on parle un petit peu d'IA générative, on va aussi pouvoir produire du narratif autour d'analyses chiffrées, et lorsque couplé à des IA agentiques, c'est-à-dire des IA de type ChatGPT, Copilot, avec qui on peut discuter en langage naturel, eh bien, elles vont pouvoir permettre de générer des analyses à la demande et même d'en suggérer des alternatives, voire même dans certains cas, on a des agents qui sont capables de fournir des explications de texte quelque part par rapport à une analyse de données, en faisant des corrélations et de proposer des leviers d'ajustement en se basant sur un objectif qu'on lui aurait donné à atteindre. Donc, avec ces apports technologiques, qu'ils soient intégrés à l'EPM ou en amont, ils permettent d'accélérer et de fiabiliser les prévisions et le reporting. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, cet effet de mode devient une réalité. Donc maintenant, on l'a évoqué, il n'y a pas que l'EPM qui peut apporter de l'innovation avec ses fonctionnalités embarquées. Et d'ailleurs, si on cite quelques exemples, on a l'IA qui se retrouve à tous les étages, y compris sur les data platforms. Ce qui veut dire que nos clients aujourd'hui, on constate, un gros pourcentage d'architecture ont des technologies comme Snowflake, Databricks, et implémentent des data hubs de données pour faire transiter les données avant ou en sortie de l'EPM. Et donc en embarquant les technologies d'IA et de machine learning qui sont aussi très avancées sur ces plateformes-là, eh bien on peut en faire profiter l'EPM. Et d'ailleurs, petit aparté, on évite maintenant dans les conseils d'architecture de faire des interfaces dites point à point entre le SIRH, le PM, le RP, le PM. Non, on essaie de passer par un point commun qui serait une data platform. Deuxième sujet abordé, c'est la RPA. Donc la RPA, c'est pas une technologie qui est toute récente, elle a eu son essor plutôt dans les années 2000, mais elle profite aussi de l'ère de l'IA. Et donc l'IA dans la RPA permet d'accélérer la mise en œuvre et la fiabilisation des processus qu'on veut robotiser. Et donc, aussi avec l'apparition des agents avec qui on peut parler en langage naturel, ça permet de donner la main aux utilisateurs avertis, ou même à une population plus large, d'interagir avec ces processus robotisés, de les déclencher. Et donc, ces processus, d'ailleurs, peuvent être des processus métiers, mais on peut aussi robotiser des processus d'administration, comme la gestion des sécurités, le déploiement entre environnements, etc. On a aussi le sujet de l'ART, pour Automated Regression Testing, où là, des plateformes d'ailleurs de RPA, comme le propose UiPath par exemple, permettent de mettre en place des tests de non-régression, c'est-à-dire qu'on va être capable de tester de manière automatique, récurrente et fréquente la navigation dans les outils, dans les écrans, le rendu graphique et même les données qui sont produites à l'écran par l'EPM. Et pour terminer, donc l'IA agentique dotée de LLM et RAG, donc ça c'est des mots-clés un peu techniques, tout ça pour décrire en fait des agents comme ChatGPT auxquels on aurait donné une base de connaissances composée par exemple des documentations métiers, du guide applicatif. Eh bien on va pouvoir quelque part mettre en place ce qu'on pourrait appeler un support niveau 0 aux utilisateurs qui serait disponible 24/24, 7/7 en temps réel. Donc l'objectif serait donc de réduire la frustration d'un utilisateur qui n'a pas sa réponse parce que l'équipe support elle est pas disponible à ce moment-là, et donc d'augmenter l'adhésion de l'utilisateur et de limiter la charge pour le support qui est fait par des équipes humaines. Et donc on voit tout de suite l'apport, parce que autant de tickets traités par un agent automatique, c'est autant de tickets non traités par une équipe support. Et donc tout ça est plutôt un cercle vertueux. Voilà, et donc on pourrait lister, Patrice, tout un tas d'autres, et en parler encore des heures, de cas d'usage de ces nouvelles technologies appliquées au monde de l'EPM. Mais pour conclure, avec tous ces acteurs, toutes ces fonctionnalités, toutes ces technologies, eh bien le choix
d'un outil EPM et de la manière dont on l'implémentait peut devenir complexe. Et donc, c'est là que, Patrice, je te laisse le micro pour expliquer comment on peut vous accompagner. En fait, on a essayé de vous restituer des évolutions fonctionnelles, des évolutions, je dirais, génériques ou typées par grande famille. Là, maintenant, on va creuser ces familles et voir les stratégies propres des éditeurs qui, bien sûr, influencent vos choix. Et on va voir aussi que la façon de découper historique que nous avions, enfin historique, elle date de 3 ans, est un petit peu bouleversée par les évolutions propres des solutions. Alors, j'ai mis en sous-titre des frontières qui se déplacent. On en a parlé avec Sylvain en amont. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est des évolutions qui brouillent un tout petit peu la vision, on va dire, un peu traditionnelle qu'on avait en 3 blocs, 3 cercles ici représentés. À gauche, vous avez des outils qui viennent plutôt des mondes de consolidation, qu'il s'agisse de consolidation statutaire ou de reporting de management. Donc, des plateformes très, modélisées sur le plan financier, qui embarquent beaucoup de fonctionnalités financières. La deuxième famille, c'est l'approche mixte, donc c'est celle qui embarque certaines fonctionnalités, par exemple la conversion, mais qui ne va pas jusqu'au journal d'écriture, jusqu'au rapprochement automatisé, etc. Et puis celle de droite qui ne se préoccupe pas trop de cette prémodélisation, en tout cas intrinsèquement dans la plateforme, et qui dit, moi, je peux modéliser n'importe quelle fonction d'entreprise. J'ai une plateforme ouverte qui me permet d'être extrêmement flexible et de faire des connexions entre les différents services. Vous voyez bien que ce sont 3 approches un tout petit peu différentes. Et on va plonger maintenant un petit peu dans les différentes familles d'éditeurs pour voir un peu quelle est leur stratégie. Donc là, j'en ai regroupé 2 qu'on a qualifiés d'historiques, ce qui n'a rien de péjoratif, ils ont encore une place sur le marché. Simplement, ils ont eu finalement des stratégies qu'on peut rapprocher, des orientations qu'on peut effectivement fédérer en quelques termes. Ils avaient une base installée, ils l'ont encore, extrêmement forte, notamment en consolidation, mais aussi parfois en FP&A, en tout cas c'était le cas d'Oracle. SAP est évidemment dominant sur le marché conso. Et il y a eu lancement des enfants naturels, si je puis dire, des 2 produits majeurs dès 2017 par FCCS et Group Reporting. Et puis, il y a eu aussi des stratégies propres qui ont poussé parfois à un retrait du marché qui s'est vu très progressivement. C'est la verticalisation des finances, des fonctions finances à travers l'ERP mixé avec un EPM. Alors, ça paraît très bien sur le papier. Dans les faits, les gens ne souhaitent pas forcément mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils ont rarement un ERP fédérant l'ensemble de leurs activités. Et donc, il y a aussi une autre stratégie dont vous devez tenir compte, c'est que ces 2 éditeurs ont choisi de conserver des moteurs distincts, des outils distincts, spécialisés par grandes problématiques adressées. Donc, si je synthétise de façon un peu caricaturale, d'une partie la conso, de l'autre la partie budget, FP&A, prévision, etc. Et les 2 éditeurs ont choisi de garder 2 moteurs. Alors, en fait, ça veut dire que ils ont essayé d'harmoniser quand même la partie référentielle et la partie haute, la partie visible des utilisateurs, mais dessous, entre les 2, si je puis dire, vous avez des moteurs distincts. Alors, j'en ai listé uniquement quelques-uns. Les gammes sont beaucoup plus larges que celles-ci, puisque vous avez aussi tout ce qui est costing, donc ce qu'on appelait auparavant ABC ou Profitability and Cost Management, qui, bien sûr, a un 3e moteur. Donc, c'est un peu moins vrai maintenant chez Oracle, puisque PCM est aussi un moteur SBAS. Mais concrètement, ça veut dire que si vous choisissez ces éditeurs, vous serez dans une plateforme technologique non unifiée, mais qui a ses avantages, qu'elle pourra répondre à une partie de vos besoins. Alors, la dynamique sur le marché, il faut bien avouer que sur le marché français, en tout cas, ces éditeurs sont encore présents, mais beaucoup moins présents dans les appels d'offres. Pour tout un tas de raisons que j'ai évoquées dans les orientations majeures. Quand on regarde maintenant la seconde famille, j'ai regroupé des éditeurs qui sont plutôt en haut, qui ont beaucoup monté depuis quelques années. C'est évidemment Tagetik et OneStream avec des challengers, Amelkis et Fluence, qui sont plutôt mid-market. Mais ces 2 éditeurs-là ont de fortes ressemblances. Alors, ils ont des orientations un tout petit peu différentes au départ. CCH Tagetik, une accumulation faite par des consultants, donc de terrain, qui ont voulu fédérer dans une approche progicielle leur connaissance. Et ça se traduit dans la plateforme parce qu'elle a été constamment enrichie. Elle est extrêmement
complète fonctionnellement. Donc, j'ai mis ici des thèmes qu'on n'a pas encore évoqués. Donc, le disclosure management, la possibilité de produire des plaquettes multifonctions, que ce soit statutaire, publication légale ou interne, et puis des moteurs d'allocation dynamique qui permettent de changer à un utilisateur normalement constitué des règles de gestion. Donc, alors je fais la transition tout de suite sur Tagetic pour le no-code que Sylvain, tu as évoqué. Oui, c'est en partie vrai, en partie faux. En grande partie vrai si vous restez dans une forme de standard. Évidemment, vous aurez toujours quelques exceptions. Mais globalement, c'est quelque chose que l'éditeur pousse à juste titre. Et puis, à apparition de nouveaux modules, alors CSRD, il y a même un suivi réglementaire fait chez l'éditeur pour rester collé à cette réglementation européenne. Et puis, l'arrivée de S4ANA, on pourrait parler assez longuement des apports. AIH, sous cet acronyme, c'est une idée de data mart relationnel. On a parlé beaucoup de data, d'ajout d'événements opérationnels, qu'il s'agisse d'événements matricules, quand vous faites des simulations de masse salariale, d'événements, on a cité les fournisseurs, on pourrait citer des nomenclatures industrielles plus détaillées, etc. etc. Bon. Donc, vous retrouvez ça en partie aussi chez OneStream, puisque vous avez des data mart relationnels qui permettent, par exemple, de faire de la rentabilité par projet, alors que votre projection n'est pas par projet. Elle est plus macro, elle est par business unit, par entité, par tout ce que vous voulez. Donc, on peut découpler aussi de cette manière une modélisation tournée vers le prévisionnel, donc finalement assez macro, avec une donnée plus nombreuse, plus variée, plus riche, embarquée. Donc, évidemment, avec plus de connecteurs requis. Alors, vous voyez que OneStream sont les anciens créateurs d'Hyperion, donc évidemment, la DIN Excel reste très très bon. Ils ont plutôt eu une stratégie de place de marché, c'est-à-dire s'appuyer sur des partenaires pour créer des modules additionnels plutôt que les intégrer dans la plateforme. Donc, la stratégie est un petit peu différente. L'apport véritable de OneStream, bon, il y en a plusieurs, mais là, on en a cité celui qui est le plus mis en avant et à juste titre, c'est la dimensionnalité variable qu'on appelle extensible. C'est-à-dire, en fait, vous êtes au niveau d'un groupe, vous avez un reporting qui est par entité légale et par business unit, et puis votre business unit dit, écoute, t'es bien gentil avec ton reporting group, mais moi, ça ne me suffit absolument pas. Et donc, moi, j'ai besoin d'un reporting beaucoup plus détaillé, plus affiné par ligne d'activité, par exemple. Donc, évidemment, si vous pouvez étendre votre dimension et en déléguer la maintenance, ce qui est le cas, évidemment, vous avez résolu votre équation. Donc ça, c'est un des apports de OneStream. Et puis des accélérateurs maintenant, parce que, comme vous allez le voir dans la dernière partie en dynamique, eh bien, les dynamiques des éditeurs sont différentes. Elles sont toutes les deux très fortes, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui marchent bien, entre guillemets. Ils ont tous les deux maintenant des clientèles qui se sont diversifiées. Tagetic a commencé dans les ETI, mid, et puis après est monté sur des comptes comme Renault, et maintenant en conso, donc est parti du FP&A, et a prouvé sa valeur en conso à travers des comptes comme Pernod Ricard, et maintenant la signature de Safran. OneStream avait une position tout de suite intégrée technologiquement, donc en France, vous savez bien que la conso a une espèce de rôle un peu mythique, et donc ils sont rentrés sur des comptes comme CMA, Auchan, donc qui sont aussi nos clients, ou d'autres, Decathlon par exemple, qui ont mis en premier la conso, mais aussi le reporting de management dans beaucoup de cas. Donc vous voyez que les deux trajectoires se rejoignent d'une certaine façon, et c'est pour ça ces deux solutions sont très très souvent au final aux dépens de groupe reporting. Si maintenant on continue sur le troisième cercle, les boîtes à outils, donc là j'en ai cité 3 dans l'ordre alphabétique, bon il y en a d'autres, mais on a pris celles qui sont représentées sur le marché français de façon un peu significative. On pourrait parler de Workday, etc. Elles ont des points communs. Les points communs, c'est l'aspect, alors excusez-moi du terme, multicube. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous souhaitez gérer des fonctions différentes avec des axes différents, vous pouvez lancer cette solution. Et même à l'intérieur d'une fonction, vous pourriez dire, tiens, mes volumes sont par produit client, en revanche, mes prix ne sont que par produit. Et puis finalement, mes promos sont par client. Donc, vous pourriez avoir des cubes spécialisés par élément de votre compte de résultat. Alors, c'est très souple. Et surtout, ce sont des langages, compréhensibles. On parlait de no-code tout à l'heure, c'est une autre façon de le faire. Ce sont des règles de gestion proches d'un tableur. Donc, évidemment que ça pousse à une modélisation qu'on a appelée ici connectée, ou en tout cas reliée, c'est-à-dire que vous pouvez relier ces microcubes entre eux.
Énorme force, la souplesse. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec peut-être des centaines de cubes si on a mal modélisé. D'où l'importance du design préalable. En tout cas, c'est ce qu'on fait sur les technologies qu'on utilise dans cette gamme. Donc, les points forts, règles de gestion, on vient d'en parler. Anaplan est le plus présent des trois historiquement. Donc, ils ont une base, un écosystème installé qui est extrêmement fort. Chez Board, il faut retenir la qualité des dashboards. Sylvain soulignait l'importance de l'UX pour vendre le projet en interne. Chez Saint-Gobain, on passe du temps sur l'UX. Pourquoi? Parce qu'il faut diffuser cette solution. Ça permet d'unifier la fonction finance. Enfin, il y a énormément d'avantages à faire. Et il faut juste que le produit soit sexy et qu'on a envie de l'utiliser. Donc, et puis Pigment, c'est sa fluidité. Alors, Pigment a une origine en fait Anaplan, mais a fait des progrès énormes sur la partie navigation entre les dashboards et enfonce le clou sur ce sujet-là. Alors, vous voyez bien qu'on se dit, mais là, finalement, on parle absolument pas de conso dans ces sujets-là. On parle de FP&A, beaucoup. C'est vrai. Alors, évidemment, les trois se sont dit, je rate quand même un petit wagon. Et donc, ils ont eu des stratégies parfois identiques, parfois différentes. Anaplan a racheté Fluence, je pense que vous n'ignorez pas. Et, et surtout son add-in Excel. Donc, Sylvain évoquait tout à l'heure les volte-face éditeurs. On trouve que c'est une volte-face bénéfique, d'autant plus que l'add-in est bon. Fluence, en revanche, avait très peu d'empreintes sur le marché français. Donc là, on attend évidemment des rapprochements plus significatifs, non pas en termes de solutions, on ne croit pas du tout à une fusion des deux, mais en tout cas des ponts. Il y a déjà une synchronisation des référentiels, par exemple. Board a décidé d'investir sur un développement conso, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'utiliser leur propre plateforme comme outil de développement d'un module de consolidation qui commence à apparaître dans les choix de solutions. Ça, c'est la première grosse modification, évidemment une grosse modification de frontière. La seconde, c'est l'achat de Prévédère qui donne des fonctions de signalisation, des fonctions d'insight, des fonctions IA, en fait, embarquées dans la plateforme, et investissement sur Add-in Excel, un peu comme un Anaplan finalement. Et puis Pigment, aussi, comme Board, a décidé de développer un module conso et a beaucoup investi sur ses connecteurs et sa navigation. Je voudrais maintenant conclure sur deux points. Un, l'évolution des solutions. On a l'habitude de les représenter, nous, comme ça. Vous voyez sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, plateforme spécialisée ou plateforme unique. C'est une première façon de classer les solutions. C'est pour ça qu'Oracle et SAP apparaissent deux fois. Et puis, vous avez d'un côté ce qu'on appelait auparavant cœur finance. Maintenant, on a préféré l'appeler besoin de groupe parce qu'on a un reporting multifonction. Et puis, sur la droite, des besoins de simulation plutôt que besoin opérationnel. Parce que la simulation, on a vu que ça s'appliquait également au groupe. Et vous voyez l'évolution des éditeurs dont on vient de parler. Évidemment, ils veulent tous, à un moment, pouvoir se présenter comme une plateforme financière d'ensemble, couvrant l'ensemble des besoins de la filière finance. Deuxième conclusion, c'est comment faire finalement pour choisir dans un marché pareil. Alors, il y a des choses classiques, vous allez voir, et des choses qui le sont moins. Donc, je vais insister évidemment sur le second aspect pour boucler cette présentation. Le premier sujet, c'est qu'on préconise très souvent une étude d'opportunité pour savoir si vous devez partir sur une stratégie de plateforme, de vraie plateforme, ou une stratégie de best of breed. Ça n'a rien d'évident et ça n'est pas une règle universelle. Ça dépend du barycentre de votre projet. Okay. On connaît suffisamment qui a la particularité d'avoir à la fois des consolideurs et des contrôleurs. On connaît bien les deux fonctions et donc on est capable de vous dire dans tel cas, on vous préconise plutôt tel scénario, indépendamment des solutions. Évidemment, vous avez vu qu'il y a un lien entre solution et scénario, mais c'est un choix second. Choisissez déjà votre philosophie générale et qui constituera aussi votre base de RFI, puisqu'on aura déjà identifié des points clés dans votre dossier. Dans le deuxième pavé, on appelle ça cahier des charges assez classiquement. Moi, nous préférons appeler ça modélisation parce qu'un cahier des charges classique ne donne pas les cardinalités, ne donne pas les volumes de dimension. Or, c'est ce qui apparaît à l'écran aux utilisateurs. Et c'est ce que vous devez maintenir. Donc, c'est extrêmement structurant pour nous. Et c'est là qu'on intègre des critères également techniques, d'architecture et de normes que Sylvain évoquait tout à l'heure. Donc, c'est ça la base du RFP, c'est ça qui donne les points saillants du choix. Et puis enfin, à un moment, il faut bien choisir. Donc, choix et plan. Ce qui est important, c'est que venant de l'intégration, mais comme on fait à la fois du conseil de l'intégration et de la TMA, on est capable de vous donner un coût complet de projet. Et ça, c'est très important. On va vous le donner dès l'étude d'opportunité, mais évidemment, on va le préciser dans la partie choix et plan, puisqu'il peut y avoir à l'évidence des différences entre les solutions. J'insisterai pour finir sur le script focalisé, parce que j'ai assisté aussi à des démos interminables d'une journée pour prouver que certains éditeurs savaient faire de la conso. Oui, sinon, vous ne les auriez pas sélectionnés. Donc, ça ne sert strictement à rien de faire ces choix-là.
de faire ces critères-là, en tout cas. Donc, on vous propose des grilles de critères beaucoup plus focus et que vous pondérez, parce que c'est votre choix, c'est pas le nôtre. Voilà, je voulais juste boucler sur cet aspect avant de terminer la présentation et de passer à vos questions. Alors, transformation de la fonction finance. Pour finir, oui, on disait en intro que c'était le 5e séminaire de la transformation, donc je vous invite à vous inscrire ici pour bénéficier de ces replays. Et puis, on vous annonce avec Sylvain une présentation détaillée par solution qui viendra dans les mois qui viennent. Écoutez, merci de votre attention et puis on peut maintenant passer à vos questions. Il y en a une première, Patrice. Vous avez évoqué certains acteurs du marché EPM, mais pas tous. Dans vos missions de conseil, êtes-vous capable de nous accompagner si une partie des éditeurs consultés ne sont pas dans votre panel? Alors, on le fait régulièrement. Alors, déjà, plusieurs raisons. Pour être précis, on intègre, nous, en fait, 4 solutions qui sont Board, Anaplan, Oracle et OneStream. Et en fait, on en connaît d'autres. Donc, Sylvain connaît bien Anaplan, par exemple. On regarde évidemment Pigment. Et on connaît les solutions également historiques, BFC et BPC et bien sûr HFM. Donc, on ne peut pas prétendre connaître les 10 solutions mondiales de PM, mais on essaie de connaître celles qui sont sur le marché français. Et il nous arrive de faire des recos qui ne sont pas dans les outils que nous intégrons, évidemment. Une deuxième question. Vous avez évoqué différentes innovations comme l'intelligence artificielle. Quelle est votre approche pour inscrire ces sujets dans votre plan de transformation, dans notre plan de transformation finance? Donc là, en fait, c'est assez simple. Il y a trois volets. C'est pragmatisme avec identification et définition des cas d'usage, priorisation, c'est-à-dire on va aller étudier la faisabilité technique, la disponibilité des prérequis pour la mettre en place et aussi étudier avec vous quels sont les ROI que vous pourriez attendre de telles solutions. Et enfin, pour la démarche d'implémentation, on va plutôt vous conseiller de favoriser une démarche en MVP plutôt qu'une approche POC. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va plutôt cibler une mise en production qu'un POC qui resterait dans un bac à sable. Donc voilà, je pense qu'on a dépassé un petit peu le timing du webinaire. On va à présent clôturer et on répondra à toutes les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre en ligne par email. Voilà. On vous remercie avec Patrice.